À l'époque, nous utilisions ce que l'on appelait de l'argent. On appelait ça aussi de la monnaie. C'était l'équivalent de nos PAP actuels, nos points activité et production. La différence est que nous étions obligés d'en avoir en réserve de cette monnaie. Si l'on souhaitait s'échanger des biens ou des services, il fallait d'abord se procurer de la monnaie. Et la seule façon d'en avoir, c'était de l'emprunter à ceux qui avaient le pouvoir de la créer. On faisait tout à l'envers à l'époque, c'était vraiment un monde absurde. La façon dont nous vivons aujourd'hui nous paraît normale à nous, aujourd'hui. Mais pour les hommes d'avant, c'était totalement impensable. Ce n'est pas qu'ils pensaient que c'était impossible, c'est qu'ils étaient totalement incapables d'imaginer que cela puisse exister. Qu'un monde comme le nôtre puisse exister, fonctionner. Parfois, un mode de vie comme le nôtre était imaginé par des auteurs de science-fiction. Mais cela concernait toujours des êtres très loin, des extraterrestres, très évolués, très loin de nous. À se demander si c'était pas fait exprès. On passait la plus grande partie de notre vie à travailler. Et à mon époque, ça allait encore, on travaillait autant qu'au Moyen-Âge. La journée type d'un salarié d'une grande agglomération vivant en banlieue est inimaginable aujourd'hui. Je me souviens de mon père et de ma mère. Enfant, je ne les voyais presque jamais. On se levait très tôt, on se séparait et on se retrouvait très tard le soir. On passait un peu de temps ensemble avant de aller se coucher pour recommencer le lendemain matin. Mes parents se levaient à 5h30 du matin. Ils avalaient vaguement un petit déjeuner, se préparaient jusqu'à 6h20, puis allaient à la gare pour le train de 6h35. Après 1h10 de trajet, quand tout allait bien, il leur restait 15 minutes de bus pour être au travail à 8h. Ils travaillaient pour la même entreprise, c'est même là qu'ils se sont rencontrés. Elle était comptable et lui travaillait au service informatique. Mais beaucoup de couples n'avaient pas la chance comme eux de se voir pendant la journée. D'ailleurs, ça n'a pas duré puisque mon père a changé de travail l'année de mes 11 ans. À midi, il prenait une pause déjeuner jusqu'à 13h15 et reprenait le travail jusqu'à 17h. 1h40 plus tard, ils étaient à nouveau chez nous. Il était presque 19h. Au final, la vie de mes parents ne leur appartenait plus pendant plus de 13 heures. Sur une journée de 24 heures, les humains de cette époque pouvaient être dépossédés de leur vie pendant plus de 13 heures. 13 heures données à un employeur pour produire de la richesse. Imaginez un couple de salariés avec des enfants et estimez le temps disponible pour les éduquer, leur parler, les écouter, les aimer. Ce n'est pas un hasard si l'école maternelle est créée après la révolution industrielle. À mon époque, les mères devaient reprendre le travail parfois seulement 2 semaines après l'accouchement. À seulement 2 semaines, le bébé était arraché à sa mère, confié à une étrangère ou des étrangères très tôt le matin, pour être retrouvé très tard en fin de journée. Et tout cela pourquoi? Produire de la richesse. À cette époque, les travailleurs croyaient dur comme fer qu'ils étaient privilégiés par rapport à leurs grands-parents, par rapport aux travailleurs des générations précédentes. Mon grand-père faisait les 3-8. Il travaillait 40 heures par semaine. Ça paraît beaucoup. Ma grand-mère, elle, n'a jamais travaillé, et j'avais 3 oncles et tantes. Eh bien, dans les années 50, avec ses 40 heures de travail hebdomadaire, mon grand-père nourrissait 6 personnes. Avec son seul salaire, il a acheté une maison, avec un crédit sur 15 ans, une voiture et même un petit peu de terre. 30 ans plus tard, ce n'était déjà plus possible. Et quand nous sommes passés aux 35 heures au début du XXIe siècle, il était devenu factuellement impossible de faire vivre dignement une famille avec un seul salaire d'ouvrier. Il fallait donc 2 salaires, celui de l'ouvrier et celui de sa femme, c'est-à-dire 70 heures de travail hebdomadaire minimum. Et tout ça pour avoir une vie de moins bonne qualité, passer sa vie dans les transports en commun, ne plus avoir de vie de famille, de vie sociale, et pour rembourser un crédit sur 25, voire même 30 ans. En définitive, du point de vue de l'extorsion de la plus-value, nous avions perdu plus de 30 heures par semaine en 30 ans. D'une certaine manière, on peut dire que l'on travaillait 2 fois plus que nos grands-parents pour produire 4 fois plus de richesses et gagner beaucoup moins. À cette époque, nous avions une expression « tout travail mérite salaire ». En réalité, cette expression ne correspondait pas à la réalité de cette époque. Pour les hommes de cette époque, c'était plutôt « pas de salaire sans travail ». Percevoir un revenu sans travailler, un revenu de solidarité, était très mal vu. Vous étiez considéré comme un paria, un parasite. Ce sont des choses que l'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. La vie à cette époque nous paraît totalement absurde aujourd'hui, aberrante, délirante, stupide, insensée, pire, suicidaire. Pourtant, très peu d'hommes la remettaient en question. Tout le monde acceptait le système, bon gré mal gré, le plus souvent même de bonne grâce, refusant parfois hystériquement de ne serait-ce qu'entendre quelqu'un le remettre en cause. Pour être honnête, avec le recul, la très grande majorité des gens défendaient le système qui les exploitait. Certains étaient même capables de se battre et de mourir pour lui. Nous étions des esclaves complètement fous. C'est inimaginable aujourd'hui.
À mon époque, nous fabriquions des objets, des machines conçues pour ne pas durer, pour se casser et tomber en panne. Et nous les fabriquions de telle manière que les réparer était impossible. La seule solution était de les jeter et d'en acheter d'autres. Pour être absolument certain qu'on allait jeter et acheter à nouveau, on fabriquait volontairement des objets à durée de vie limitée. On appelait ça l'obsolescence programmée. C'est un fabricant d'automobiles qui a eu la première fois l'idée de jouer sur la mode, l'aspect visuel de ses produits et la publicité pour donner l'illusion de la nouveauté et donner l'envie aux consommateurs d'acheter de nouveau. C'étaient les mêmes voitures, mais comme chaque nouvelle série avait un aspect différent des précédentes, les gens les voulaient. Ils vendaient alors leur ancien modèle à des plus pauvres, ou s'en débarrassaient purement et simplement et achetaient les nouveaux. Alors que c'étaient les mêmes automobiles, seul l'aspect extérieur changeait. La publicité, la réclame, la force de vente, la manipulation mentale, les neurosciences, la psycho. La pub s'était répétée aux gens qu'il fallait absolument qu'ils achètent telle ou telle chose. Nous nous sommes mis à tout vendre, les loisirs, l'art, les spectacles, la terre, l'eau et même l'air. Et les hommes, on vendait des hommes, entiers ou en morceaux, en organes. On vendait le ventre des femmes, leur sexe, celui des hommes aussi. On vendait des bébés, tout était devenu marchandise, tout. La publicité servait à tout vendre, nourriture, objets, services. Même la charité se vendait avec de la publicité. Même les gouvernements se servaient de la publicité pour vendre leurs idées, leurs projets. Chaque année, on dépensait des milliards en monnaie pour la publicité. On aurait pu régler le problème de la faim dans le monde avec ce que l'on dépensait en publicité tous les ans. On rendait volontairement les gens malheureux. Et là-dessus, la publicité arrivait et leur disait « achète ça et tu seras heureux ». Et les gens achetaient. Et plus le machin qu'ils achetaient était cher, et plus l'illusion d'être heureux durait longtemps. Et puis l'illusion s'estompait et finissait par disparaître, alors il fallait acheter encore et encore autre chose. On fabriquait volontairement des merdes pour les jeter le plus vite possible et racheter la même merde à durée de vie limitée. On pillait nos ressources, on polluait, on gaspillait. Et tous nos déchets, on les envoyait aux pauvres qui s'empoisonnaient en essayant de récupérer par-ci par-là les quelques métaux les plus chers et les plus facilement réutilisables. Non seulement on fabriquait des choses de mauvaise qualité, mais on la faisait fabriquer dans des pays du bout du monde, alors que nous savions très bien fabriquer nous-mêmes et de bonne qualité. On s'est mis à empoisonner nos sols pour produire de la nourriture de moins en moins nutritive et de plus en plus dégueulasse. On produisait d'immenses quantités de cette mauvaise nourriture dans des fermes, des exploitations de plus en plus gigantesques. Et plus elle grossissait, et plus qu'elle produisait était immonde, voire même empoisonnée. La terre avait été empoisonnée, elle a été complètement malade, si bien qu'on ne pouvait plus rien y faire pousser sans l'asperger continuellement de produits chimiques. Les agriculteurs ne faisaient plus que de la gestion de pathologies végétales. On parquait dans des prisons des milliers, des centaines de milliers d'animaux qui ne voyaient jamais la lumière du jour, et dans des conditions effroyables. Et eux aussi, on les gavait de médicaments. Et leur calvaire s'achevait dans des abattoirs aux cadences infernales où les tortures les plus immondes leur étaient infligées avant qu'ils ne meurent suspendus à un crochet. On produisait 3 fois plus, mais pour ce faire, on travaillait 10 fois plus. Aujourd'hui, on produit 3 fois moins, enfin, juste ce qu'il nous faut, mais on travaille aussi 10 fois moins, juste ce qui est nécessaire. Bon sang, pas besoin d'être prix Nobel en mathématiques pour comprendre qui sont les plus efficaces et productifs. On travaillait 10 fois trop et on produisait 10 fois trop. Et nos dirigeants politiques, nos médias, nos économistes passaient leur temps à nous dire que nous étions des fainéants improductifs et qu'il fallait encore travailler plus. On consommait pour consommer, pas pour satisfaire un besoin élémentaire. Alors que le tiers des humains sur la planète survivaient à peine, les Occidentaux étaient tous atteints d'horribles troubles psychologiques. Leur vie était tellement vide de sens que le seul moyen pour eux de combler ce vide était de consommer. L'Occident qui dominait alors le monde était atteint d'une maladie invisible, indicible. Très peu d'entre nous ressentaient ce mal. Encore moins savaient l'exprimer et en comprenaient les causes profondes. On n'était pas en démocratie. Dans les archives télévisuelles de l'époque, on entendait souvent parler de démocratie, de république, d'élection. On était en démocratie représentative. À l'époque, ceux qui décidaient des lois étaient nos représentants. Nous les élisions lors des élections. C'est ça que nous appelons démocratie. Ça paraît complètement archaïque aujourd'hui comme système. Les élections, en réalité, c'était quoi? Donner tous les pouvoirs à une bande de traîtres qui n'avaient plus aucun compte à rendre à ceux qu'ils avaient élus, et encore moins aux autres. Une fois au pouvoir, nous n'avions aucune possibilité de nous opposer à eux si les choix qu'ils faisaient, pour nous, en notre nom, n'étaient pas conformes à nos intérêts, à l'intérêt du bien commun. Aucune possibilité d'intervenir dans les décisions. Nous n'avions aucun pouvoir, ni en tant qu'être collectif, encore moins individuel. Le pouvoir de voter les lois? Non. Proposer une loi?
Non. Abroger une loi? Non. Déclencher un référendum? Non. Révoquer un élu s'il nous trahissait? Non. Un référendum, c'est quand on demande au peuple s'il est d'accord. Mais qui choisissait la question qu'on allait poser au peuple? Je me souviens encore de cette immonde crapule, une femme politique française, ancienne femme d'un des plus mauvais présidents de la République. Au début du XXIe siècle, elle expliquait à la télévision qu'il ne ferait pas de référendum sur ce que l'on appelait à l'époque l'Union européenne, parce qu'il était possible que les Français ne répondent pas comme il faudrait. Aujourd'hui, on la bannirait ou on la mettrait à l'isolement. De toute façon, avant la catastrophe, ils n'en faisaient plus des référendums. Et le dernier qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas respecté. On avait dit non à un traité, ils l'ont signé quand même. Le plus incroyable, c'est que beaucoup de gens savaient inconsciemment que nous n'étions pas en démocratie. On pouvait concrètement mesurer cela en mesurant le nombre de gens qui n'allaient plus voter aux élections. Et ce nombre grandissait à chaque élection. L'élection la plus incroyable fut celle du président de la République française en 2015 ou 2017, je n'en souviens plus. Baccaron, Macaron, un homme totalement inconnu et en plus totalement incompétent. Incompétent dans tous les domaines. Tout ce qu'il faisait ou disait était une véritable catastrophe. Et il a été élu. Il passait son temps à insulter les Français, tout le temps. Il a été élu grâce aux médias. On se moquait beaucoup de la Russie à l'époque, on disait que ce n'était pas une vraie démocratie. Mais personne ne vivait véritablement en démocratie, et certainement pas en France. On en est arrivé à un point où certains se posaient la question, était-il préférable de vivre dans une fausse démocratie où une oligarchie dirigeait dans l'ombre le pays pour son propre intérêt, ou bien dans une dictature où le dictateur se souciait ou se soucierait dans une certaine mesure du bien de son peuple. De façon générale, la règle qui prévalait au fonctionnement de nos démocraties était la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous avions juste oublié le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. Les médias comme la presse, la radio ou la télévision avaient énormément de pouvoir. C'est eux qui faisaient ou défaisaient la carrière d'un homme politique. Et la très grande majorité de ces médias étaient dans les mains de l'oligarchie. Les gens n'y croyaient plus, mais ils ne cherchaient pas vraiment de solution. Ils ne se révoltaient pas, ou peu, ou par petits groupes séparés. Quand les gens contestaient un choix politique, ils le faisaient toujours dans leur coin, avec leur groupe, pour défendre leur intérêt propre. On n'a jamais eu la force ou l'intelligence de s'unir tous pour renverser le pouvoir. Avec le recul, je trouve ça incompréhensible. Il faut dire que le système était très fort. Il savait nous diviser, dévier notre attention et nos colères, nous désigner des boucs émissaires, nous faire taire aussi. Et il régnait aussi souvent par le choc et l'effroi. Nous avions beaucoup d'attentats terroristes à l'époque. Le pouvoir des médias était absolument terrifiant. C'était une arme extrêmement efficace. Ils arrivaient à justifier, à légitimer des guerres de prédation en nous faisant croire que c'était des guerres humanitaires, pour le bien et les droits de l'homme. Le monde était devenu complètement fou. L'individualisme et la guerre de tous contre tous étaient la règle. On avait même poussé le délire avec les questions d'identité sexuelle. Nous étions tous devenus des exceptions revendicatrices. Et quand il n'y a plus que des exceptions, il n'y a plus d'exceptions. Il n'y a plus de loi naturelle, plus de règles. Il n'y a plus qu'un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité. Et ça, c'est très facile à manipuler. Des gens sans identité, sans histoire, sans culture commune, non seulement c'est extrêmement facile à manipuler, mais c'est également absolument incapable de se fédérer, de s'unir et se battre pour une cause servant l'intérêt commun. Il n'y a plus que des moi-je hystériques, et c'est très exactement ce que souhaitait l'oligarchie pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ce à quoi ils travaillaient depuis au moins 60 ans. Ils avaient réussi à détruire des peuples, des identités et des nations parfois plurimillénaires, et sans tirer un seul coup de canon, un seul coup de fusil. À y réfléchir, c'était aussi génial que diabolique. Nous savons que la nation, c'est l'entité, l'organisation la plus efficace d'un groupe humain, d'un peuple, pour agir et œuvrer dans l'intérêt du bien commun. Il n'y a rien au-dessus à part l'Empire. L'idée dominante à l'époque était que les nations sont vecteurs de guerre, et que donc il fallait les supprimer pour un gouvernement mondial. On sait maintenant que ce gouvernement mondial, c'est une autre façon de dire empire, et que ce sont les empires, c'est-à-dire quand une nation cherche à étendre sa domination et à dominer tous les autres, qu'il y a des guerres. Pour assurer la paix, il ne fallait pas supprimer les nations, mais empêcher celles qui voulaient aspirer à devenir un empire. C'était surtout nos systèmes économiques qui nous poussaient à la guerre. Dans un système basé sur la croissance infinie, nous n'avons pas d'autre choix que de croître, et donc d'exercer une prédation sur les autres. Même en temps de paix, nous étions en guerre. C'était une guerre économique. Le principe de nation n'a rien à voir là-dedans. L'oligarchie prédatrice et dominatrice travaillait à l'abêtissement des peuples. Nous étions conditionnés, élevés à la servitude, pour la servitude et pour produire. Je me souviens que peu de temps avant l'effondrement, certains groupes militaient pour la fin de l'exploitation animale.
l'exploitation industrielle des animaux, ce qui était une bonne chose. Mais j'aurais préféré qu'ils militent avant tout pour la fin de l'exploitation de l'humain. Une façon de nous diviser était aussi la guerre des sexes. L'individualisme et toutes les pathologies psychologiques dont nous étions atteints faisaient que les hommes et les femmes ne s'entendaient plus. Ils étaient devenus incapables de vivre ensemble, de fonder une famille, d'élever leurs enfants et de vieillir ensemble. La première étape fut la destruction de la figure paternelle, détruire le père. À la fin, des millions, des milliards d'enfants grandissaient sans père, augmentant, ajoutant à la liste déjà immense le nombre de troubles et de pathologies psychologiques, de déséquilibres. En 2-3 générations, ils avaient détruit quelque chose qui fonctionnait naturellement depuis des milliers d'années. La logique, le cognitif, l'intelligence étaient aussi attaqués et délaissés au profit de l'hystérie émotionnelle. Les pulsions, les instincts primaires étaient encouragés, le désir individuel sacralisé. L'autre intérêt des guerres, de la corruption et de l'exploitation des pays du Sud, qui à l'époque étaient pauvres, était que cela provoquait l'immigration. Les pays occidentaux, les pays riches donc, étaient la cible des appétits les plus voraces et devaient être soumis. La cohésion des peuples du Nord devait être détruite ainsi que leur identité, culture et tradition. En encourageant et même en provoquant l'arrivée massive de populations exogènes, l'oligarchie aggravait et accélérait la désintégration des nations du Nord sur lesquelles elle avait jeté son dévolu. Après avoir mis en coupe réglée les pays du Sud, essentiellement l'Afrique, par la dette et la corruption, ce fut le tour des pays du Nord. Le problème est que ces pays sont traditionnellement très agressifs quand on les attaque frontalement et de l'extérieur. L'attaque fut donc lancée de l'intérieur, puis ensuite organisée pour arriver de l'extérieur. Les malheureux qu'ils avaient créés en s'attaquant aux pays du Sud, militairement ou économiquement, par la dette et le pillage de leurs ressources, étaient l'armée idéale pour cela. Et de toute façon, même si ça ne fonctionnait pas et qu'en dernière instance, les peuples résistaient à ces attaques, il y avait toujours la possibilité de créer le chaos en déclenchant des affrontements de type ethnico-identitaire ou confessionnel, allant jusqu'à la guerre civile. Cette possibilité était envisageable et envisagée, et même promue par certains. On ne cherchait jamais à comprendre les problèmes, les causes réelles des problèmes. Et quand je dis on, je parle bien évidemment des médias. Ils restaient tout le temps dans l'émotionnel, le compassionnel, l'hystérie, la diabolisation et la censure. La liberté d'expression était totalement inexistante. On mettait des écrivains en prison, des humoristes, et ça n'inquiétait personne. À la fin, ces fausses démocraties tombaient les masques et révélaient leur vrai visage, celui de la dictature. On ne peut rien comprendre à quoi que ce soit si on ne considère pas le tout. On scinde et cantonne les connaissances à l'extrême quand on cherche à cacher et à protéger un projet. Il était assez cocasse que ce phénomène sévissait de plus en plus dans les sciences humaines et sociales, mais également dans les sciences dites dures. Dans notre monde d'esclaves salariés, de monocrétins spécialisés à une seule tâche dénommée profession, une copieuse majorité avançait tête vissée dans le guidon, zoom au taquet, y compris dans les plus hautes fonctions administratives et scientifiques. La plus élémentaire synthèse était devenue pure subversion. Nous vivions dans l'enfer du roman de science-fiction 1984. La dystopie était devenue une réalité. Il ne faut pas croire que tout le monde était apathique. Bien au contraire, plus la pression se faisait forte et plus les consciences se réveillaient. De plus en plus de gens cherchaient à comprendre, à trouver des solutions, cherchaient à changer les choses. Il n'était pas rare qu'ils s'engagent pour une cause, pour une idée, pour ce qui leur semblait le plus important. Il y avait 3 sortes d'opposition majeure au système. D'abord l'opposition politique dans le cadre d'un parti. Ensuite l'opposition institutionnelle non politique, principalement syndicale. Pour finir, l'opposition citoyenne dans le cadre d'organisations, associations, collectifs. L'opposition politique était une mascarade, un théâtre. Le système, par le pouvoir des médias, contrôlait tout. C'est lui qui créait et manipulait les oppositions. Tout n'était qu'illusion. Même les partis les plus extrêmes. Et ceux qui n'étaient pas corruptibles étaient tout simplement ignorés. On nous avait inventé un nouveau vocabulaire pour nommer les choses négatives. Par exemple, on ne disait plus exploiter, mais défavorisé. Quand il y a des exploités, c'est qu'il y a des exploiteurs. À partir du moment où il n'y a plus que des défavorisés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu de chance,
Il n'y a plus d'exploiteurs. Il devient impossible de se battre. La façon la plus intelligente de maintenir la passivité des gens, c'était de limiter strictement l'éventail des opinions acceptables, tout en permettant, en encourageant et même en provoquant de vifs débats à l'intérieur de cet éventail, sur des sujets clivants, sur de fausses polémiques ultra-médiatisées, des scandales prémédités et orchestrés, mais toujours sur des sujets secondaires, voire même superficiels. On entendait des opinions très critiques et très dissidentes, même extrêmes et même parfois criminelles. Cela donnait peut-être aux gens l'impression d'être un peu plus libres de leurs pensées, alors qu'en fait les présuppositions du système, les piliers qu'il maintenait, étaient renforcés par les limites posées au débat. Par exemple, on ne posait jamais la question de la création monétaire. À l'époque, la plupart des gens, je dirais 80%, étaient non seulement totalement soumis au système, mais ils n'en étaient pas conscients. Impossible de combattre un mal si on ignore qu'on est malade. Pire encore, les gens de cette époque s'agrippaient à l'ancien monde. Beaucoup étaient même capables d'aller jusqu'à se battre à mort pour lui. Les autres, apathiques, subissaient en silence. Tout était fait pour nous rendre totalement apathiques. En politique, aucune analyse de fond n'était jamais proposée. Les débats, les discours, les décisions et tactiques politiciennes n'étaient que des successions de postures à des fins électoralistes. Le pouvoir n'a jamais été dans les mains des politiques, mais dans celles de ceux qui les faisaient. La majorité des 20% restants s'enlisaient dans des combats périphériques. Ils traitaient les effets, jamais les causes. Leurs combats pouvaient être parfois sérieux, comme le capitalisme, l'écologie, le racisme. Mais le plus souvent, ils étaient bien plus frivoles, comme le bien-être animal, le droit au mariage entre humains et électroménager. Les petites hystéries de niche nombriliste et sociétale ne manquaient pas. Il y en avait pour tous les goûts, si j'ose dire. Pour échanger ce que l'on produisait, on avait besoin de monnaie. Et pour avoir de la monnaie, nous étions obligés de l'emprunter à ceux qui la fabriquaient. Très peu de gens savaient véritablement qui avait le pouvoir de fabriquer la monnaie. Et quasiment personne ne se posait la question. La monnaie était la chose la plus importante dans nos vies. Et on ne se posait même pas la question de savoir comment elle était produite et par qui. La monnaie était une obsession pour tout le monde. On voulait tous en avoir, au moins suffisamment pour vivre. On faisait presque tous des métiers que l'on détestait. On passait notre vie à travailler pour avoir de la monnaie. Et personne ne savait ce que c'était vraiment la monnaie, ni comment ça fonctionnait. 5, 6 jours par semaine, on abandonnait nos vies, nos familles, nos enfants, même en bas âge, nos maisons, nos amis, nos activités récréatives, associatives, pour aller travailler. On se levait très tôt et immédiatement on commençait la guerre contre le temps, encore endormi, jusqu'au soir. Maintenant, je me rends compte à quel point nous étions des esclaves et que le fouet sous lequel nous pliions à l'époque était la monnaie. Il était impossible de vivre sans monnaie. Impossible. Vous ne pouviez pas vous loger, vous nourrir, vous chauffer, vous habiller. Vous ne pouviez même pas produire de richesse. Si vous n'aviez pas au préalable de la monnaie, il vous était impossible de produire quoi que ce soit. Cela donnait un pouvoir sans limite aux fabricants de monnaie. Ils pouvaient s'approprier tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient en train de devenir les propriétaires de la planète tout entière. Ils avaient même le pouvoir de décider de l'avenir, puisque c'est eux qui décidaient pour qui et pourquoi ils acceptaient de créer la monnaie. Un projet, une idée qui ne leur plaisait pas, il suffisait qu'ils refusent de créer la monnaie nécessaire à sa réalisation. Et cette idée et ce projet, quel qu'il soit, n'avaient aucune chance de voir le jour, même si c'était un projet qui allait dans l'intérêt de tous, même si ça servait le bien commun. Quand on y réfléchit, c'était le système le plus absurde que l'on ait pu mettre en place. Nous étions obligés d'emprunter ce qui aurait dû n'être qu'une unité de mesure libre et gratuite. Le plus fou, le plus incompréhensible, c'est que nous devions rendre plus de monnaie que nous en recevions. Ça s'appelait les intérêts. Et on pouvait même être obligé de rendre le double de ce que l'on avait reçu. Pour avoir de la monnaie, il fallait l'emprunter. Il fallait l'emprunter à des gens qui la créaient pour nous et avec nous. Mais il fallait surtout être sûr de pouvoir en rendre plus que ce que l'on avait reçu. Tant que les usines tournaient à plein régime, ça ne posait pas trop de problèmes. Les entreprises empruntaient, les gens empruntaient, les États empruntaient, ça faisait beaucoup de monnaie disponible dans l'économie. Mais ça ne durait jamais, ça ne pouvait pas durer. Parce qu'il fallait rembourser, et qu'il fallait rembourser plus que ce que l'on avait reçu. Il fallait rendre plus de monnaie qu'il y en avait disponible dans l'économie. Il faut bien comprendre comment fonctionnait la création monétaire par le crédit. Lorsque l'on remboursait ce que l'on avait emprunté, l'argent était détruit, donc retiré de la masse monétaire. C'est comme ça que ça marchait, c'était mécanique. Cette monnaie était une dette, parce que nous fabriquions cette monnaie à partir d'une dette. Lorsque vous remboursez votre dette, vous n'avez plus de dette, il n'y a donc plus de monnaie. Une fois que tout le monde avait emprunté la monnaie dont il avait besoin, les entreprises, les particuliers, la quantité des crédits accordés baissait.
Normal, les gens n'empruntaient plus, ou beaucoup moins. Il y avait donc moins de monnaie qui rentrait dans l'économie, moins de nouvelles monnaies. Mais on continuait à rembourser les crédits. Et comme la monnaie était détruite lorsqu'elle était remboursée, la quantité totale de monnaie disponible dans l'économie diminuait. La quantité de monnaie disponible pour acheter des choses diminuait à cause du fait que l'on remboursait nos crédits sans en faire de nouveaux. Et donc les gens commençaient à acheter, à consommer beaucoup moins. Pire, ils commençaient à économiser de la monnaie au cas où. C'est-à-dire qu'ils la gardaient avec eux sans la faire circuler, ce qui aggravait encore un peu plus le manque de monnaie disponible. Ce qui faisait que du coup, les gens achetaient, consommaient encore et encore moins. Comme les gens consommaient moins, les entreprises gagnaient moins d'argent, et donc elles produisaient moins. Elles produisaient moins puisqu'elles savaient qu'elles n'arriveraient pas à vendre ce qu'elles produiraient. Et comme la quantité de travail nécessaire à la production baissait, le nombre de travailleurs nécessaires au travail baissait lui aussi. De plus en plus de gens se mettaient alors à perdre leur emploi, ou acceptaient d'être payés beaucoup moins, ce qui revenait au même. Ils avaient moins de monnaie, moins d'argent, ce qui avait pour conséquence qu'ils consommaient encore moins, etc., etc. C'était un cercle abominablement vicieux qui se répétait et répétait sans cesse. On appelait ça un effet procyclique. Le monde n'était qu'une succession de crises et la cause de tout ça, c'était que nous utilisions de la monnaie dette. Le fait même d'utiliser de la monnaie dette est totalement aberrant aujourd'hui. On a remplacé le principe même de monnaie par nos points activité et production, nos PAP. Nous sommes en 2056 et ça fait presque 40 ans que l'effondrement s'est produit. Mais à l'époque, on n'imaginait pas pouvoir vivre sans monnaie. Rendez-vous compte, on n'imaginait même pas remettre en question le fait que ce soit un minuscule groupe de personnes qui détiennent le pouvoir de créer la chose la plus importante, la plus indispensable à notre survie à l'époque, la monnaie. Nous étions 7,5 milliards d'humains avant l'effondrement, 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Et ceux qui avaient le pouvoir de créer la monnaie étaient, je dirais, à peine 1 millier, peut-être moins. Nous étions 7 milliards à être les esclaves de moins d'1 millier de personnes. C'est totalement incompréhensible. On pourrait se demander encore aujourd'hui comment une minuscule caste d'oligarques ont bien pu prendre le pouvoir, le contrôle de la création monétaire. Et pourquoi les États, les gouvernements, les citoyens ont laissé faire sans opposer la moindre résistance à ces véritables coups d'État, à la mise en place d'une dictature mondiale. Mais quand on replace cette question dans le contexte de l'époque, les fausses démocraties, le contrôle des masses par les médias, par l'éducation, par l'abêtissement généralisé, on comprend que, quelle que pu être l'horreur des années qui ont suivi l'effondrement de 2020, le chaos, c'était un mal nécessaire. Il ne pouvait pas en être autrement. Les conséquences néfastes du système monétaire d'avant l'effondrement sont innombrables. C'est le système monnaie-dette qui conditionnait la totalité des aberrations que nous subissions. C'est à cause de lui que nous avions détruit notre environnement. Le fait de toujours devoir plus de monnaie qu'on en avait faisait que nous étions tous en permanence en compétition les uns avec les autres. C'est cela qui modelait et façonnait nos comportements. C'est ça qui favorisait nos instincts les plus bas, notre agressivité, notre désir de toujours posséder plus, notre individualisme, notre égoïsme. Certains arrivaient à résister à cette ignoble perversion qui de décennie en décennie ne faisait que s'aggraver. Certains avaient des valeurs morales, qui étaient le plus souvent l'héritage des morales promues par les grandes religions de leurs aïeux. Mais ces gens se faisaient de plus en plus rares, ils étaient souvent martyrisés et même broyés par le système. Quand vous êtes toujours à la recherche de toujours plus de monnaie, que vous soyez un particulier ou un État, vous êtes un prédateur sous pression constante. Quand vous êtes un État, vous êtes mécaniquement en compétition avec tous les autres États qui, eux aussi, recherchent de la monnaie pour payer leurs créanciers. Et la seule façon d'en trouver, c'est d'aller la chercher dans les autres pays. Et c'est ça qui crée la guerre. Que les guerres furent économiques ou militaires, toutes les nations du monde étaient en guerre permanente pour alimenter le système monétaire. Les guerres économiques qui étaient imposées par le système monnaie-dette étaient de véritables catastrophes. Chaque pays cherchait à vendre plus à l'autre. Cela donnait des aberrations logistiques invraisemblables. Les mers étaient en permanence sillonnées par d'immenses cargos chargés de produits que chacun essayait de refourguer aux autres. Cela provoquait un gaspillage d'énergie et une pollution inimaginables. Le monde était en perpétuelle guerre militaire. Les plus agressifs de tous furent les Anglo-Américains. Les Américains étaient en guerre permanente. Ils provoquaient des conflits, des guerres civiles, organisaient des coups d'État, instituaient des dictatures, détruisaient et redécoupaient des nations entières. Le centre du système monnaie-dette se trouvait chez eux.
Oh, ils n'avaient pas inventé le concept, disons qu'ils l'avaient simplement mondialisé. Ils avaient réussi à imposer au monde entier leur monnaie dette. Quand je dis leur monnaie, je parle d'une monnaie privée qu'une petite poignée de banquiers réunis avaient le pouvoir de créer à partir de rien. Le dollar, c'était le nom de cette monnaie. Ce n'était pas du tout la monnaie du peuple américain, ni même de l'État. C'était une monnaie privée, gratuite pour ceux qui la fabriquaient, mondiale, et qui leur donnait le pouvoir de dominer le monde entier. La puissance du dollar américain reposait en grande partie sur la puissance militaire américaine. Les budgets alloués à l'armée des États-Unis étaient quasiment sans limite. À eux seuls, les Américains dépensaient plus pour leur armée que tous les autres pays du monde réunis. Ils avaient installé des centaines de bases militaires partout sur la planète. Et quiconque remettait en cause la puissance du dollar était impitoyablement éliminé. Endetter un État était ce qui rapportait le plus au secteur bancaire. On en était arrivé à un point où le service de la dette, ce que l'État doit payer pour la monnaie dette qu'on lui crée, représentait l'équivalent des deux revenus fiscaux les plus importants, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu. Dit autrement, en supprimant le système monnaie dette, on aurait pu supprimer les deux plus gros impôts que le peuple payait, ou bien financer des services qui allaient dans l'intérêt commun. Endetter un État, c'était merveilleux, parce que vous êtes sûr que vous allez être payé, que vous allez être remboursé. Si l'État a besoin d'argent, il lève un nouvel impôt et la monnaie va dans les poches du banquier. Endetter un État, c'était endetter le peuple tout entier. Et alors c'est ce qu'il faisait. Tous les pays du monde étaient endettés. Et personne ne se posait de questions. Personne ne se demandait mais d'où vient l'argent. On était bien trop occupés à se chamailler entre nous, à ergoter sur les petits scandales du moment que nous balançaient les médias pour nous occuper. Quand vous étiez une entreprise, vous étiez aussi en guerre. Vous étiez obligé d'avoir de la monnaie avant de commencer à produire. Vous deviez payer vos fournisseurs, vos ouvriers, payer tout ce qui est nécessaire à la production, à la promotion et à la vente de votre produit. Vous étiez donc obligé de demander de la monnaie dette aux banques et donc obligé de payer des intérêts. Tout le monde payait des intérêts au secteur bancaire. Tout le monde, même ceux qui n'avaient pas de crédit, même ceux qui ne payaient pas d'impôts, même le sans-abri, sans travail, parce qu'il y avait énormément de gens sans aucune ressource et qui vivaient dans la rue à cette époque. Et bien même eux payaient des intérêts. Les entreprises étaient obligées de demander de la monnaie dette aux banques pour produire, donc de payer un intérêt, et forcément le coût de ces intérêts était intégré au prix de vente du produit. Donc dès lors que l'on achetait un produit manufacturé, on payait indirectement des intérêts aux banques. En tant que patron d'une entreprise, l'obsession était de maximiser le profit en permanence pour payer le coût de la monnaie que vous étiez obligé de louer à une banque. Pour cela, tous les coûts étaient permis. Il vous était permis de délocaliser vos unités de production dans des pays à faible charge salariale, par exemple, ce qui augmentait la crise dans votre pays et augmentait aussi le gaspillage énergétique et la pollution liée au transport de vos marchandises. La monnaie que nous devions lui rendre quand on demandait à une banque qu'elle nous fabrique de la monnaie dette était toujours inférieure à la quantité de monnaie disponible. Donc, pour payer ses intérêts, il fallait s'endetter à nouveau. Il fallait demander de nouveaux crédits, donc payer de nouveaux intérêts avec de la monnaie qui n'existait pas. Et pour payer les intérêts de ces nouveaux crédits, c'était un cercle vicieux. Le système monnaie dette est basé sur une croissance exponentielle de l'économie. C'est pour ça que les hommes politiques n'avaient que le mot croissance à la bouche. Maintenant, on se rend compte à quel point ils étaient stupides. Nous ne vivions pas en démocratie. Étymologiquement parlant, nous vivions en aristocratie. Nous élisions nos représentants pour qu'ils décident de tout à notre place. Quand nous votions pour quelqu'un, c'est parce que nous pensions que c'était le plus compétent pour décider à notre place. Dit autrement, c'est parce que nous pensions qu'il était le meilleur. Nous vivions donc dans un monde où les meilleurs aristos avaient le pouvoir Kratos. Aristo, Kratos, aristocratie. On peut dire alors que nos aristocrates de l'époque, quand ils nous parlaient de croissance, étaient soit complètement idiots, soit complètement corrompus. Notre système économique était condamné à une croissance perpétuelle et infinie. La croissance ne suivait pas les besoins réels des populations liés à la démographie, aux avancées technologiques, aux découvertes scientifiques. Elle était systémique, mathématique, obligatoire. Et les entreprises étaient obligées, elles aussi, de croître, de grandir, de fusionner avec d'autres. Celles qui n'y parvenaient pas étaient absorbées ou disparaissaient purement et simplement. La vie des petits entrepreneurs, des artisans, des petits commerçants était un enfer. Les garages, les petits garagistes. Quand j'étais petit, il y en avait partout. Je me souviens qu'à la fin du XXe siècle, il n'existait déjà presque plus de petits garagistes. On ne trouvait plus à l'époque de grandes enseignes franchisées.
Ce grossissement des structures de production causé par la nécessité de croître toujours plus ne touchait pas seulement l'industrie. L'agriculture était aussi touchée. Les petites fermes familiales avaient presque toutes disparu, digérées par ces immenses exploitations agricoles automatisées, ces immenses élevages industriels dans lesquels on entassait des animaux tout juste considérés comme de la matière première, à peine vivante. On ne disait plus poulet ou vache, mais produit ou matière. La taille des entreprises et exploitations agricoles, les techniques de production, ainsi que l'obligation de maximiser les bénéfices, ont fait que la qualité des produits était extrêmement basse. Les productions de viande, les céréales, les fruits et légumes avaient perdu presque la totalité de leur qualité nutritive et gustative. Pire, ils étaient tous empoisonnés par des pesticides, des herbicides, des fongicides, des antibiotiques ou des hormones. On nous empoisonnait littéralement. Les agriculteurs devaient emprunter toujours plus pour acheter les plus grosses machines et les engrais les plus violents pour produire toujours plus. Les entreprises devaient rechercher la rentabilité à tout prix, augmenter sans cesse leurs profits et diminuer leurs coûts. Les multinationales n'étaient jamais assez grosses et devaient piller la terre jusqu'à la dernière goutte de pétrole, jusqu'au dernier minerai. Tous les humains étaient soumis à toutes ces pressions et se retrouvaient contraints de produire toujours plus et à l'infini en se battant contre eux-mêmes et contre leur environnement. C'était vraiment un monde binaire. D'un côté, une masse grouillante d'innombrables pauvres qui consommaient camelotes et poisons, et de l'autre, une petite poignée de riches qui avaient les moyens de s'acheter des produits de qualité. L'augmentation de la quantité de monnaie dette en circulation exerçait une pression à la hausse sur l'activité réelle. Et la croissance de l'activité réelle exerçait une pression à la hausse pour que la quantité de cette monnaie continue à augmenter. Malheureusement, une croissance matérielle exponentielle requiert des ressources infinies. En toute logique, la croissance de l'économie réelle, forcée par la nécessité de croissance du système monétaire, entraînait obligatoirement une surexploitation des ressources naturelles et un pillage systématique des ressources, des biens et des terres. Le système monnaie dette était tout aussi impitoyable avec les grandes entreprises qu'avec le simple prolétaire salarié. La pression qu'exerçait la monnaie dette n'épargnait personne. On dénonçait facilement le capitalisme, les patrons, l'exil fiscal, les multinationales. Personne ne parlait de la cause du mal. Personne ne parlait de la monnaie dette. L'endettement perpétuel entraînait une prédation obligatoire vis-à-vis de la nature et des humains. Il appauvrissait l'ensemble de l'humanité et détruisait son environnement. Ce système monétaire était donc totalement incompatible avec un développement durable et incompatible avec la réalité matérielle du monde. Il ne pouvait que disparaître. Ce qui est regrettable, c'est que nous ne soyons pas parvenus à le changer de notre propre chef. Il a fallu qu'il s'écroule de lui-même, entraînant avec lui la vie de 1/5 de l'humanité. Ce sont l'Europe et l'Amérique du Nord qui furent le plus sévèrement touchés en perdant 3/5 de leur population. Et c'est l'Asie qui compta le plus de victimes malgré tout, même s'ils n'ont perdu que 1/4 de leur population. À l'époque, l'Asie c'était presque 60% de la population mondiale. Aujourd'hui, l'Asie c'est plus de 75% de la population mondiale. L'Afrique, 10%. L'Europe et l'Amérique du Sud, 6% chacune. L'Amérique du Nord, moins de 3%. La question de l'Asie sera peut-être le défi de demain que nous aurons à relever. Ils n'ont pas subi l'effondrement comme nous l'avons subi, et donc n'ont peut-être pas tout à fait accompli leur révolution anthropologique. Nous vivons aujourd'hui une période marquante et inédite de l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, les humains vivent en paix et en équilibre. Certes, nous avons encore de grands défis à relever, mais nous saurons le faire avec quiétude et sérénité. Dorénavant, nous envisageons l'avenir avec force et optimisme. Nous nous sommes rétablis d'un cancer qui nous rongeait depuis des milliers d'années, et bien qu'encore convalescents des blessures que nous nous sommes infligées pour arriver à opérer ce tournant, à faire cette révolution, nous avons pris les bonnes décisions et sommes plus forts que jamais. C'est une mutation vers une humanité 2.0 qui s'est passée, une mutation nécessaire, et comme toute mutation d'une espèce vers une autre, elle induit forcément l'extinction de la précédente. Nous serons les derniers représentants de l'ancienne espèce. Et alors que dans la nature, chaque espèce se bat pour sa survie et est réfractaire au changement, moi je suis fier d'avoir œuvré à l'avènement de cette nouvelle humanité et je serai heureux de disparaître en pensant aux générations futures. Ne nous oubliez pas, parce que nous avons vécu, nous avons souffert et nous sommes morts pour vous.